Rain est un raté qui a été viré du groupe du héros car il était inutile. Mais après avoir découvert qu'il est un dresseur de bêtes de rang S, il recrute de jolies filles monstres pour former un nouveau groupe. Avant de rejoindre le groupe du héros, Rain a perdu ses parents quand il était petit et a passé sa misérable vie à vivre comme un solitaire crasseux. Mais quand le chef du groupe du héros l'a recruté comme coéquipier, Rain s'est retrouvé à bosser comme dompteur de bêtes pour un salaire de misère. Mais un jour, le chef du groupe, Arios, le vire du groupe du héros en le traitant de bon à rien, incapable de former des contrats avec autre chose que des animaux low cost. Comme cette compétence est inutile au combat, sa seule contribution est de porter leur bagage. Rain est choqué d'entendre ça, mais l'un des membres, qui s'appelle Lean, affirme qu'ils en ont assez de protéger sa misérable existence et lui demande carrément de s'en aller. Ils exigent aussi que Rain rende son équipement puisqu'il appartient au groupe du héros, et tous les membres, y compris Agathe et Mina, se mettent à l'insulter comme un pauvre déchet. Plus tard dans la journée, Rain se remémore toutes les fois où ses compagnons l'ont rabaissé et réalise que leurs remarques cruelles n'avaient jamais eu pour but de le rendre plus fort, mais juste parce qu'au fond, ils ne l'ont jamais vraiment respecté. Alors que Rain commence tout juste à s'apitoyer sur sa vie misérable, un groupe de jeunes garnements l'approche et lui demande de faire la démonstration de ses talents de dresseur de bêtes. Rain passe alors un contrat temporaire avec un faucon et lui dit de les saluer. Les jeunes sont émerveillés et déclarent avec enthousiasme qu'ils veulent aussi devenir dresseurs de bêtes. Quand Rain demande pourquoi il ne préfère pas être des héros, un garçon explique que les membres du groupe du héros sont effrayants, contrairement à Rain. Ils disent vouloir devenir aventuriers et voyager à travers le pays, ce qui donne une idée à Rain. Peu après, Rain se rend à la guilde des aventuriers et rencontre la réceptionniste nommée Nathalie. Puisqu'il n'a aucune idée de la façon de s'inscrire en tant qu'aventurier, quand elle réalise que Rain est un dresseur, elle lui explique que tous les candidats doivent passer une épreuve de base pour pouvoir être enregistrés comme aventuriers. Mais alors qu'il termine la première partie de l'épreuve, Rain entend un cri venant des bois. Il se précipite immédiatement pour aller voir et tombe sur un énorme monstre de rang D appelé le tigre tueur, prêt à attaquer une fille sans défense. Rain passe à l'action et utilise le couteau acheté chez Temu pour frapper le tigre, mais l'arme se brise à l'impact. Alors que le tigre s'approche de lui, Rain dit à la jeune fille de s'enfuir, prêt à sacrifier sa propre vie pour cette parfaite inconnue. Mais à sa surprise, la fille s'élance dans les airs et au moment où le tigre va frapper, elle lui assène un coup de pied puissant, le terrassant instantanément. Rain est choqué et réalise vite que la fille est un esprit chat, l'un des êtres les plus rares au monde. En tant qu'espèce ultime, elle a des capacités uniques, mais quand elle s'évanouit d'épuisement, Rain parvient à la rattraper de justesse. Peu après, la fille se présente comme Kanade. Son espèce ne peut pas utiliser la magie, mais elle a développé des capacités athlétiques. Quand Rain demande pourquoi elle était seule, Kanade explique que les esprits de chat vivent normalement cachés, mais qu'elle s'ennuyait et voulait explorer le monde. Elle remercie ensuite Rain de l'avoir sauvée et lui demande de raconter sa triste histoire. Quand Rain explique qu'il a été viré du groupe du héros, Kanade s'indigne qu'une personne si gentille ait été traitée comme un esclave. Cependant, Rain lui dit qu'il n'en veut pas au groupe du héros parce qu'il est un peu trop gentil. Kanade comprend, mais la voyant toujours agacée, Rain lui caresse la tête, ce qui provoque chez elle une légère excitation. Elle l'assure alors qu'il est un guerrier puissant, mais quand Rain insiste sur le fait qu'il n'est qu'un simple dresseur, Kanade lui demande de se lier à elle. Comme seule une poignée de gens au monde peut dompter les esprits chats, Rain hésite au début. Mais voyant l'inquiétude sincère de Kanade pour lui, il décide enfin de faire un pacte pour mieux la connaître. Kanade en est ravi, et Rain commence le processus de domptage, créant un pacte de sang qui l'entoure d'emblèmes magiques. Quand Kanade accepte le marché, le processus se termine enfin et elle remarque le symbole rouge du contrat sur sa main. Désormais lié pour l'éternité, Kanade lui prend la main et court dans les champs, tandis que Rain se demande comment un raté comme lui a pu se lier à une espèce ultime avec de tels attributs. Plus tard, ils vont dans un champ voisin cueillir 20 herbes médicinales pour l'épreuve de Rain, où ils domptent des lapins pour les ramasser. Kanade est choqué, sachant qu'un dresseur ne peut dompter qu'un animal à la fois, ce qui rend sa capacité vraiment exceptionnelle. Cependant, Rain balaie son étonnement, affirmant que ce n'est rien, ce qui l'irrite encore plus. Peu après, quand Rain retourne à la guilde des aventuriers et rend les objets collectés, Nathalie le félicite d'avoir réussi l'épreuve. Alors qu'elle accueille ce geek malodorant, maintenant le tout nouvel aventurier de rang F de la guilde Horizon, Rain reçoit sa carte d'identité d'aventurier et une petite somme de 50 pièces de cuivre en guise de récompense. Nathalie affirme qu'à mesure que les rangs montent, les aventuriers seront bien mieux payés. À ce moment, Rain réalise qu'il doit vite monter en grade, car c'est le seul moyen de financer son mode de vie stupide. Pendant que Kanade attend dans le hall, Rain s'approche d'elle et lui annonce la bonne nouvelle.
Elle le félicite pour sa promotion et semble sincèrement heureuse que Rain soit devenu un aventurier officiel. Mais juste après, un homme arrogant s'approche d'eux, espérant étaler sa mayonnaise sur le visage de Kanade. Il s'approche de l'esprit chat et se demande comment une espèce ultime peut errer librement dans leur ville. Puis l'homme commence à insulter Kanade, lui disant de lâcher ce type chétif pour venir avec lui. Mais Kanade reste aux côtés de Rain comme un petit chien. Alors, quand le cinglé redouble d'insultes, Kanade explique que Rain a utilisé sa capacité pour la dompter. Mais l'homme éclate de rire, affirmant qu'un puissant esprit chat ne pourrait jamais être dompté par un dresseur pathétique. Pour le prouver, l'homme défie Rain au bras de fer, déclarant qu'il prendra Kanade s'il gagne. L'homme saisit la main de Rain d'un air suffisant, pensant avoir déjà gagné, mais dès le début, Rain plaque sa main sur la table avec une force incroyable. Alors que l'homme s'effondre de douleur, Nathalie apparaît et s'excuse pour tout ce remue-ménage. Mais quand il lui attrape la jupe comme un pervers, elle perd son sang-froid et lui fracasse une table dessus, l'assommant net. Une fois le calme revenu, Rain regarde sa propre main, totalement choquée par sa nouvelle force. Kanade explique que c'est un effet de leur pacte de sang, car quand un dresseur se lie à une espèce ultime, une partie de son pouvoir est transférée au maître. Le cerveau de Rain n'en avait aucune idée, surtout parce que personne dans l'histoire n'avait jamais réussi à dompter une espèce ultime. Plus tard, tous deux entreprennent leur première quête officielle en équipe pour cueillir des herbes médicinales. Mais Kanade semble un peu déprimée car elle imaginait la vie d'aventurier plus excitante, comme trouver des objets rares et sauver des princesses. Mais Rain explique qu'en tant que nouvel aventurier de rang F, il doit commencer par la base pour gagner de l'expérience. Pour ne rien arranger, les lapins que Rain utilise ramassent un énorme tas d'herbes en un rien de temps alors qu'elle n'en a presque pas trouvé. À ce moment, Kanade entend un cri au loin et ils accourent pour trouver un groupe de bandits menaçant un vieil homme. Kanade les reconnaît comme membres des Crocs d'Ébène, un groupe de voleurs notoires, et suggère de battre en retraite pour chercher de l'aide. Cependant, Rain sait qu'il n'y a pas assez de temps et décide de sauver le vieux schnock lui-même. Voyant sa détermination, Kanade est ravi qu'ils soient sur la même longueur d'onde et se prépare à le soutenir. Alors qu'ils lancent une attaque coordonnée, Rain distrait les bandits pendant que Kanade fonce pour protéger le vieil homme. Kanade craignait au départ que son immense pouvoir ne soit trop lourd à porter pour le corps de Rain, mais en le voyant le maîtriser sans effort, elle commence à mouiller sa culotte. Après que Rain a assommé le dernier bandit, Kanade est fascinée, réalisant qu'elle commence à avoir un sérieux béguin pour son nouveau maître. Le vieil homme les remercie pour le sauvetage et explique que son escorte s'est enfuie, le laissant seul. Il les prévient aussi que les Crocs d'Ébène sont une organisation massive de plus de 100 membres et qu'ils chercheront sûrement à se venger. En entendant cela, Rain prend une décision et choisit d'éliminer toute l'organisation d'un seul coup. Kanade lui fait remarquer qu'affronter une centaine de bandits à eux seuls, c'est tout simplement impossible, mais Rain a une idée. Il envoie un petit écureuil en éclaireur et trouve rapidement la base des bandits où il montre son arme secrète à Kanade. Rain explique qu'il peut aussi apprivoiser les insectes, ce qui excite à nouveau l'esprit chat. Il révèle ensuite son plan d'apprivoiser un énorme essaim d'abeilles et d'utiliser leur dard pour paralyser tout le groupe de bandits. Quand Kanade s'inquiète d'être inutile, Rain lui dit de retourner en ville et de rassembler des renforts de la guilde pour capturer les bandits. Pendant ce temps, l'escorte du vieil homme, Lynn et Mina du groupe du héros, se disputent avec leur nouveau dresseur de bêtes, le blâmant pour l'embuscade. Lynn hurle qu'il est inutile et qu'il aurait dû dresser plus d'animaux pour bien explorer, mais l'homme explique que dresser ne serait-ce que 2 bêtes à la fois cause une fatigue mentale immense. De retour au repère des bandits, Rain a rassemblé des centaines d'abeilles et utilise sa magie pour amplifier le poison paralysant de leur dard avant de lâcher l'essaim. Quand Kanade arrive avec un groupe d'aventuriers de la guilde, il trouve tous les membres des Crocs d'Ébène au sol. Voyant cela, les aventuriers sont impressionnés que Rain ait éliminé tout le groupe à lui seul. Mais alors qu'ils attachent les bandits, le sol se met à trembler violemment et 3 monstres géants appelés lézards royaux émergent de l'obscurité. Il s'avère que les bandits les gardaient comme armes, mais les lézards sont indomptables et commencent à attaquer tout le monde. Voyant cela, Rain et Kanade passent immédiatement à l'action et ordonnent aux autres aventuriers de mettre les bandits paralysés à l'abri. Alors que Rain affronte les monstres, il repense à son passé, se rappelant à quel point il se sentait inutile autrefois, mais avec Kanade à ses côtés, il se sent vraiment fort. Après une bataille intense, Rain et Kanade sortent de la grotte sous les applaudissements et les acclamations des membres de la guilde. À ce moment-là, il regarde Kanade et réalise qu'avec cette fille chat à ses côtés, il peut tout accomplir dans ce monde. À la guilde des aventuriers, Nathalie les félicite pour leurs efforts incroyables et promeut Rain au rang d'aventurier de classe E. Grâce à l'importante récompense, il décide de prendre une vraie chambre à l'auberge. Mais comme il ne reste qu'une seule chambre, Rain se retrouve forcé dans cette situation embarrassante. Plus tard cette nuit-là, Kanade est ravi de dormir dans un lit douillet, mais Rain stresse car son petit oiseau n'a jamais partagé de chambre avec une femme de sa vie.
Rain lui dit qu'il dormira dehors, mais Kanade trouve ça mignon de partager la chambre. Quand il explique que c'est bizarre de dormir ensemble, Kanade répond que ça ne la dérange pas car elle a une confiance totale en son maître. En entendant cela, Rain tente de lui faire un sermon sérieux sur le fait de faire trop vite confiance aux inconnus et la prévient que c'est dangereux. Mais Kanade le regarde avec des yeux de chien battu et dit qu'elle lui fait confiance car il a risqué sa vie pour les autres et a prouvé qu'il est quelqu'un de bien. Ce monologue finit par le convaincre et Rain accepte de rester dans la chambre. Cependant, quand il va se coucher, Kanade le surveille comme P. Diddy, pensant que malgré toute la douleur qu'il a vécue, il reste une personne gentille. Elle-même a toujours été seule, même parmi les siens, et n'a jamais eu personne sur qui compter vraiment. Mais en réalisant que Rain est une personne au grand cœur, Kanade se fait la promesse de toujours rester à ses côtés et de l'aider à guérir les blessures de son passé. Depuis lors, tous deux profitent de leur nouvelle vie d'aventuriers, menant une existence tranquille au village. Mais un jour, alors qu'ils visitent la guilde des aventuriers, Nathalie leur présente une nouvelle quête à enjeux élevés. Elle explique qu'un puissant méchant nommé Guard Dog a pris le contrôle du pont Stride, coupant une route commerciale vitale. Alors qu'ils écoutent attentivement, Nathalie leur dit que la quête est périlleuse, c'est pourquoi la récompense est de 5 pièces d'or. Réalisant que le gain pourrait faire de lui un millionnaire, Rain accepte immédiatement la mission. Lorsqu'ils arrivent tous deux au pont Stride pour accomplir leur devoir d'aventurier, une ombre menaçante tombe soudainement sur leur tête, se révélant être un dragon massif. En quelques secondes, le dragon, dans un bruit sourd, descend du ciel et alors que la poussière retombe, il se transforme en une jeune femme rousse avec des cornes. Elle se présente comme Tanya, membre de la race des dragoniodes, qui est une autre des espèces ultimes. Tanya explique qu'elle utilise le pont comme terrain d'entraînement, cherchant des adversaires dignes de ce nom à combattre. Au début, Rain n'est pas sûre de pouvoir affronter un dragon, mais Kanade l'encourage car elle est aussi une espèce ultime. Quand Tanya fonce vers Rain à une vitesse aveuglante, il parvient de justesse à bloquer son coup. Mais la fille dragon est aussi impressionnée car elle a l'habitude de vaincre les aventuriers d'un seul coup. Elle lâche ensuite un véritable torrent de feu, forçant Rain et Kanade à s'écarter rapidement, mais malheureusement, le bout de la queue de Kanade finit par être brûlé. Furieuse, Kanade se jette sur Tanya et les deux espèces ultimes s'affrontent dans une rafale de coups de poing et de pied. Voyant une ouverture, Rain intervient pour aider sa partenaire, mais Tanya bloque leurs attaques, les fait tournoyer et les projette en l'air. Tanya rassemble son énergie et leur lance une énorme boule de feu, mais les aventuriers se repoussent au dernier moment pour l'éviter de justesse. Rain réalise qu'ils ne peuvent pas gagner un combat direct et demande à Kanade de lui gagner 3 minutes pour son nouveau plan. La fille chat accepte et se lance sur Tanya de toutes ses forces. Pendant que les deux se livrent une bataille féroce, Rain ferme les yeux et sent une faible présence à proximité. Il utilise alors sa capacité de domptage pour localiser un petit oiseau, passe un contrat avec lui et lui ordonne d'amener ses amis. Juste au moment où Kanade commence à fatiguer, une nuée d'oiseaux descend sur le pont, picorant Tanya sans relâche. La fille dragon, elle, se moque de Rain pour son attaque à la Usopp, mais c'est à ce moment-là que son corps s'engourdit et qu'elle s'effondre au sol, complètement paralysée. Il s'avère que les oiseaux possèdent une neurotoxine puissante dans leur bec, capable de neutraliser même un dragon. Après leur victoire, Rain s'approche de Tanya vaincue et lui demande de venir avec eux pour qu'ils puissent discuter. De retour à la guilde, Rain annonce fièrement qu'il a mené à bien sa mission, ce qui laisse cette Natalia complètement stupéfaite et sans voix. Mais quand elle demande qui est la rousse, Tanya manque de révéler sa véritable identité de dragon. Cependant, Rain l'interrompt et prétend qu'elle est un mannequin OnlyFans avant de l'entraîner dehors. Peu après, Rain explique qu'elle ne peut pas révéler sa vraie nature de dragon car cela sèmerait le chaos en ville. Il dit ensuite à Tanya qu'elle est libre de partir tant qu'elle promet de ne plus attaquer d'aventuriers. Mais à sa grande surprise, Tanya déclare qu'elle veut rester avec eux. Impressionnée par sa petite saucisse et sa bonté, elle demande à Rain de l'apprivoiser et de l'intégrer au groupe. Kanade rejette immédiatement l'idée par pure jalousie. Mais quand Tanya la traite de petite peste complexée, la fille chat finit par accepter à contre-cœur. Rain se demande si un humain peut apprivoiser des dragonoïdes et encore moins 2 espèces ultimes à la fois. Pourtant, il décide de tenter le coup et entame le processus d'apprivoisement. À la surprise générale, le contrat est scellé et Rain a réussi à apprivoiser une jeune dragonoïde. Pendant ce temps, le groupe du héros d'origine galère en forêt réalisant enfin à quel point Rain était crucial. Arios décide donc de le retrouver pour le réembaucher, pensant que le faiblard reviendra avec joie. Il compte l'utiliser pour porter les bagages et vider les pots de chambre un mois avant de le virer. De leur côté, Kanade et Tanya se disputent dans la chambre d'hôtel pour savoir qui dormira près de Rain, déjà endormi. Le lendemain, le nouveau groupe entame sa première quête officielle, chasser de mignons monstres appelés Slime. Bien qu'ils ne soient que des monstres de rang F, ils se multiplient très vite et ravagent les fermes ainsi que les récoltes locales.
Kanade ne veut pas se salir les mains, se plaignant de leur aspect gluant. Mais Tanya affirme pouvoir éliminer tous les slimes d'un coup avec ses boules de feu. Voyant enfin les deux filles s'entendre, Rain les regarde, heureux, avec le sourire de l'avocat de P. Diddy. Après des recherches infructueuses, Rain décide de prendre de la hauteur en invoquant un oiseau via un talent unique. Il transfère sa conscience dans l'oiseau, laissant son corps inerte s'affaisser contre les cuisses de Tanya. L'oiseau s'approche alors des filles, et la voix de Rain leur explique sa capacité à transférer sa conscience. Kanade est bluffé par ses pouvoirs surpuissants, tandis que Tanya plaisante sur ce qu'elle ferait de son corps. Pendant ce temps, l'oiseau s'envole et demande aux filles de veiller sur son enveloppe humaine. Depuis le ciel, Rain les guide vers une clairière où grouillent des slimes, telles une armée de Zetsu blancs. Mais avant que Kanade ne saute dans le tas, Tanya l'arrête et demande à Rain s'il maîtrise la magie. Il explique qu'il ne sait faire qu'une faible flamèche, à peine de quoi allumer une bougie, mais Tanya l'incite quand même à expérimenter sa magie du feu sur les slimes. Saisissant l'occasion, Rain se concentre et lance une boule de feu qui, à sa surprise, provoque une explosion massive. Voyant sa confusion, Tanya explique que Kanade lui a transmis une part de son immense force physique. De même, le contrat passé avec elle, un dragon, lui a octroyé une fraction de sa puissance magique colossale. Rain possède désormais une affinité magique hors du commun, mais d'autres slimes surgissent de la forêt. Tanya en fait ses cibles d'entraînement. En tant que maître, il doit apprendre à contrôler ce nouveau pouvoir. Le pauvre bougre accepte et passe l'après-midi à s'exercer sous la direction de Tanya. De retour à la guilde, ils touchent une grosse prime, puis font les magasins avant un somptueux dîner. Rain est sidéré par l'appétit de ses deux compagnes qui dévorent tout ce que propose le restaurant. Pendant le repas, les filles s'interrogent et demandent à Rain où il a appris à être un dresseur si doué. Il hésite un instant, alors elles lui disent vite qu'il n'est pas obligé d'en parler si c'est douloureux. Mais voyant que les filles se soucient vraiment de lui, Rain commence le récit de son passé. Rain a grandi dans un village de dresseurs, et ses parents lui ont appris à se lier aux animaux. Mais sa vie heureuse a basculé un jour où ses parents étaient occupés, le poussant à s'entraîner seul en forêt. Rain était si concentré sur son entraînement qu'il n'a pas remarqué la lueur rouge dans le ciel. En rentrant au village, il fut choqué de tout trouver réduit en cendres, faisant de lui l'unique survivant. Plus tard, d'autres aventuriers l'ont adopté, mais Rain était maltraité et forcé à des tâches ingrates. Ce fut son quotidien pendant près de 10 ans. Mais quand Arios l'a invité dans son équipe, le pauvre garçon a accepté l'offre sans hésiter. Rain voulait utiliser ses dons de dresseur pour éviter de tels drames et changer les choses dans le monde. Pourtant, il n'a jamais été traité comme un allié. Au lieu de ça, il devait porter les bagages et nettoyer les latrines des autres membres. Son récit fini, Rain s'excuse d'avoir fait la mauviette, mais Kanade lui prend la main pour le consoler. Elle comprend enfin pourquoi Rain risque sa vie pour les autres, afin qu'il ne vive pas sa tristesse. Tanya approuve aussi, affirmant que sa bonté est sa plus grande force et qu'elle est fière de son maître. Un instant, Rain se dit que tous les traumatismes vécus ces dernières années mènent enfin à une fin heureuse. Mais il réalise alors que les filles sont devenues radicales et furieuses contre l'équipe du héros, jurant de se venger. Le lendemain, le trio part chasser un groupe d'orques de bas niveau. Tanya s'amuse et foudroie quelques orques de son souffle de feu, mais Rain lui dit de rester vigilante. Pourtant, Tanya se moque de lui et prétend qu'aucun orque ne parviendra même à la toucher. Elle extermine ensuite quelques monstres mais n'en voit pas un qui est caché comme Jeffrey Epstein. Soudain, l'orque lui saisit la jambe et la jette au sol, tandis qu'un autre l'attaque par derrière avec un couteau. Mais avant que l'attaque ne puisse causer le moindre dégât, Rain s'interpose devant Tanya et reçoit le coup, tandis que Kanade repousse le dernier orque. Réalisant qu'elle a mis son maître en danger, Tanya entre dans une légère dépression, mais Rain utilise la magie de guérison sur lui-même et la rassure en lui disant que tout va bien. Même une fois arrivée en ville, Tanya reste silencieuse et distante. Mais quand Rain s'approche d'elle, la fille dragon s'excuse immédiatement. Pourtant, il lui tapote juste la tête en disant que tant que ses protégés vont bien, rien d'autre ne compte. Plus tard, alors que Rain dort, Tanya l'observe avec admiration, se demandant comment on peut être si bon. Repensant à l'incident, elle ressent une douce chaleur, réalisant qu'elle a peut-être un gros béguin pour son maître. Le lendemain, Tanya suggère à Rain d'utiliser sa prime pour acheter un meilleur équipement et une vraie arme. Mais alors qu'ils vont au marché, Rain se fige soudainement, se retrouvant face à son ancien patron. Rain a tourné la page, il ignore donc l'équipe du héros, mais Arios l'insulte, le traitant de lâche et de fan de MrBeast. Quand Tanya intervient pour défendre son maître, Arios réalise que le groupe compte 2 espèces ultimes. Il se moque encore de Rain, lui demandant s'il est le serviteur. Mais cela rend Kanade furieuse, et elle déclare fièrement que Rain est leur maître. Choqué par cette annonce, Arios révèle enfin ses vraies intentions et demande à Rain de rejoindre son équipe.
Il explique que leur prochaine mission est d'explorer les bois perdus, une forêt magique dont les sentiers changent sans cesse, la rendant presque impossible à parcourir. Il veut l'aide de Rain pour accomplir la mission, et les autres membres du groupe interviennent, qualifiant cela d'excellente opportunité. Cependant, Rain décline l'offre comme un chef et se détourne pour partir. Mais Mina l'arrête, lui demandant un instant de son temps. Elle explique qu'au plus profond de la forêt se trouve une noble relique appelée le bouclier de vérité, essentiel pour vaincre le roi démon. Mina lui dit que si le roi démon n'est pas vaincu, il attaquera tous les villages du pays, faisant des millions de victimes. Cela touche une corde sensible dans le petit esprit de Rain et il se montre déterminé à sauver les gens de son pays. Rain accepte à contre-cœur d'aider le groupe du héros à acquérir le bouclier, ce qui provoque un sourire effrayant sur le visage d'Arios. Mais avant qu'ils ne fassent équipe, Kanade et Tanya interviennent, déclarant que si Rain doit aider, le groupe du héros doit d'abord se mettre à genoux et s'excuser pour la façon dont ils l'ont traité. L'idée de supplier son serviteur de l'aider rend Arios furieux, mais Tanya menace de les réduire en cendres s'ils refusent. Dans un accès de rage, Arios dit à Rain de tenir ses copines en laisse, traitant les filles d'animaux mal élevés. Mais cela amène Rain à lui écraser le visage, l'envoyant valser comme un sac de patates. Rain déclare qu'il ne tolérera jamais que quiconque manque de respect à ses amis. Et voyant le feu dans ses yeux, Arios le défie, lui et son groupe, en duel. Tout le monde accepte de se battre. Kanade est opposé au chevalier nommé Agathe, qui ressemble étrangement à Johnny Sins. Alors que le chevalier charge sur elle de toutes ses forces, Kanade esquive simplement ses attaques et contre avec un coup de pied si mortel qu'il brise presque son épée. Elle déclenche ensuite un barrage de coups, chacun frappant le chauve comme une masse. Furieux, Agathe active sa technique secrète de feu de l'enfer et charge sur elle. Mais Kanade envoie l'épée au loin d'un coup de pied comme un sac poubelle. Agathe est maintenant sur le point de lancer son ultime attaque désespérée, mais Kanade lui dit qu'elle n'a même pas utilisé la moitié de sa puissance. Le fait de réaliser que cette nana est en train de se jouer de lui donne des frissons à Agathe. Mais juste à ce moment-là, Kanade s'évapore dans les airs et assène soudainement un coup de pied brutal qui l'assomme net. D'un autre côté, Tanya est associée aux deux mages du groupe du héros, Liane et Mina. Pensant être les sorcières les plus puissantes du Japon, elles lancent leurs sorts les plus puissants sur elles. Mais Tanya les arrête d'un simple claquement de doigts. Lin commence à devenir paranoïaque et déclenche des attaques encore plus brutales, mais Tanya les engloutit comme une saucisse dans un foyer de filles. Les voyant lutter, Tanya explique qu'elle utilise l'annulateur de matière, un art ancien capable de déconstruire un sort magique depuis son cœur. Les mages du groupe du héros réalisent qu'ils ne font pas le poids face à elle, alors ils décident de fusionner tous leurs pouvoirs restants dans une dernière attaque. Cependant, Tanya fait monter la pression et invoque la magie de l'ultime reine dragon, rendant tout le ciel rouge alors que des centaines de cristaux magiques se matérialisent au-dessus d'elle. Alors qu'elle commence à psalmodier un sort légendaire pour libérer les cristaux, Liane et Mina sont envahies par la terreur, convaincues qu'elles vont mourir. Alors qu'elles fondent en larmes, suppliant et implorant le pardon, Tanya se prépare à les abattre. Mais juste au moment où l'enfer se déchaîne, elle annule l'attaque, révélant que ce n'était que des effets spéciaux. D'un autre côté, Rain affronte son ancien patron et Arios se précipite pour terminer le combat immédiatement. Mais Rain parvient à toutes les esquiver avec un minimum de dégâts. Il réalise que si Arios est rapide au combat, sa puissance est plus faible et prévisible comparée à la force écrasante de Tanya. Soudain, Rain surprend Arios et lui assène un violent coup au ventre, le laissant pantois face à la force de ce dresseur. Rain n'est pas du genre à faire de la rétention d'informations, alors il révèle la vérité. Toutes ces années à porter leur bagage, il ne faisait pas que regarder. Il étudiait attentivement leurs mouvements et leur style de combat comme il le ferait avec n'importe quel animal adressé. Réalisant que Rain connaît ses faiblesses, Arios canalise sa magie et lance un puissant éclair. Mais Rain réplique avec une énorme boule de feu et annule facilement l'attaque du héros. Arios commence à désespérer et déchaîne une rafale de sorts divers. Mais Rain continue de les esquiver comme des impôts. Alors qu'Arios s'élance pour un coup final, son corps s'engourdit et le soi-disant héros s'effondre au sol. Victorieux face à son ancien chef, Rain explique comment ses talents de dresseur lui ont permis de gagner. Toujours aussi furieux des insultes d'Arios envers ses amis, Rain assène un dernier coup de poing juste à côté de sa tête, y laissant un profond cratère en guise d'avertissement. Le combat fini, Kanade et Tanya le rejoignent, ayant chacune remporté leur propre duel. Quelques heures plus tard, Rain et ses compagnes arrivent à l'entrée des inquiétants bois perdus. Voulant en finir vite, Tanya suggère de raser la forêt par le feu pour chercher le bouclier ensuite. Mais Rain lui dit de la boucler, en expliquant que leur mission est de trouver le bouclier de vérité intact, car c'est une relique légendaire que seul le héros peut manier. Les filles râlent toujours d'aider le groupe du héros, mais Rain insiste sur le fait que trouver le bouclier est absolument vital pour vaincre le roi démon et sauver le monde.
Voyant que leur maître est décidé, elles acceptent finalement de le soutenir. Comme la forêt est très vaste, Rain va se lier d'amitié avec un petit oiseau. Grâce à sa compétence d'assimilation, il envoie sa conscience dans le ciel pour trouver un chemin à travers les bois. Quelques instants plus tard, Rain découvre ce qui semble être un chemin direct vers le cœur de la forêt. Mais peu importe leurs efforts, ils se retrouvent toujours au point de départ, ce qui commence à les frustrer légèrement. Rain ne comprend absolument pas comment ils ont pu arriver au même endroit, alors qu'ils marchaient pourtant en ligne droite. Cependant, Tanya soupçonne une puissante magie et active sa capacité de recherche de matériaux. Une lueur rouge émane alors d'elle, les guidant vers un immense arbre ancien. Elle leur explique que l'arbre est la source d'une puissante illusion qui modifie leur perception et change l'agencement de la forêt pour les tenir à distance. Alors que Kanade s'apprête à frapper l'arbre magique par pure frustration, une voix résonne de l'intérieur, leur ordonnant de quitter la forêt. C'est alors qu'apparaît Sora, une petite créature ailée que Rain identifie comme une fée, une espèce ultime. Les fées sont des êtres légendaires, à la magie supérieure aux dragonoïdes, mais elles détestent les humains. Rain tente de discuter calmement, mais Sora refuse de parler et lui ordonne de quitter les lieux. Elle lui dit que sa tête ressemble à un vieux pot de beurre de cacahuète, et menace même de les éliminer. Pourtant, quand Rain essaie de raisonner avec elle, Sora lance une attaque magique, les forçant à fuir. Une fois en sécurité, Rain commence à comprendre toute la situation concernant la fée. Il pense que l'hostilité de Sora est liée au bouclier de vérité et veut lui parler une dernière fois pour gagner sa confiance. Pendant ce temps, réalisant que Rain ne reculera pas, Kanade et Tanya sont forcés d'accepter son plan. Le trio retourne bientôt à l'arbre géant et Rain dit à Sora qu'il ne veut que 5 minutes de son temps. Il dit à la fée qu'elle peut les tuer si elle veut, mais lui demande d'épargner Kanade et Tanya. Alors que Sora prépare un barrage de flèches magiques pointées sur eux, Rain retient les filles. Il sait par ses années d'expérience en tant que dresseur que le seul moyen de gagner la confiance d'une créature effrayée est de montrer qu'on n'est pas une menace, même si cela signifie se mettre en danger un instant. Soudain, Sora tire ses flèches et elle est choquée de voir que Rain ne cherche pas à s'échapper. Elle a toujours cru que les humains étaient de viles créatures et les voit comme des monstres qui ont brûlé sa maison et tué son peuple. Cependant, Rain promet qu'il est différent et la supplie de lui faire confiance. Malgré cela, Sora croit que l'humain essaie de la piéger pour la soumettre et lance une nouvelle attaque. Mais cette fois, Tanya et Kanade sont forcées d'intervenir et elles se placent devant leur maître pour bloquer l'attaque. Elles expliquent que Rain est un peu débile, mais une personne extrêmement gentille qui les a sauvés quand tous les autres voulaient utiliser leur pouvoir. Sora ne sait plus quoi penser, mais voir deux espèces ultimes protéger un humain est un spectacle étrange, même pour elle. Alors finalement, elle décide de faire confiance à cette bande agaçante et d'écouter ce qu'ils ont à dire. Quand Rain explique que le bouclier de la vérité est le seul moyen de vaincre le maléfique roi démon, Sora révèle que le bouclier est caché derrière une puissante barrière qui protège le village secret des fées. Elle affirme que la barrière ne peut pas être abaissée car cela détruirait l'illusion et permettrait aux sbires de piller son village. Cependant, Sora promet de respecter un ancien pacte des fées avec les héros du passé. Elle se téléporte derrière la barrière et revient avec le bouclier de la vérité. Mais juste au moment de partir, Rain remarque une profonde tristesse dans les yeux de Sora et lui demande si quelque chose ne va pas. La fée est clairement perturbée par quelque chose, mais elle hésite un moment, craignant de les mettre encore plus en danger. Cependant, Rain insiste sur le fait qu'il ne peut pas partir en sachant que quelqu'un souffre, et Kanade et Tanya la rassurent aussi en disant qu'elles peuvent gérer n'importe quoi. Comprenant que ses suppliques vont être entendues, Sora leur révèle la vérité au sujet de sa sœur jumelle, Runa. Autrefois, elles gardaient la barrière ensemble, mais un jour, elles ont abandonné leur poste pour se faire plaquer par leurs petits amis. Cependant, les filles ont été immédiatement prises en embuscade par un monstre terrifiant de l'armée du roi démon appelé Shadow Knight. Comme le monstre peut facilement dévier les attaques magiques, il a capturé Runa. Sora est vite allé voir le chef du village des fées pour obtenir de l'aide, mais il a refusé, sacrifiant la vie de Runa pour protéger le village. Sora commence à fondre en larmes en se remémorant les événements de son passé traumatisant. Elle ne s'est toujours pas pardonné d'avoir abandonné sa sœur, mais à ce moment-là, Rain essuie doucement ses larmes et assure à la fée que son fardeau est désormais aussi leur responsabilité. Bien qu'elle ait du mal à le croire, Rain promet de sauver Runa coûte que coûte. Submergée par l'émotion, Sora se jette dans ses bras, laissant enfin sortir toute la douleur qu'elle gardait en elle. Cependant, Sora leur dit qu'ils doivent se dépêcher car le Shadow Knight lui a lancé un ultimatum.
Elle doit livrer la barrière protectrice du village avant le coucher du soleil, sinon Runa sera donnée en pâture aux chiens. Comme ils ne peuvent pas se permettre de se comporter comme des fillettes, Sora confie le sort de sa sœur à Rain et son équipe, et le groupe part affronter le Shadow Knight. Peu après, Rain découvre que le monstre est dans la montagne voisine et remarque Runa suspendue comme un poulet tandoori. Ils lancent immédiatement leur attaque, Rain projetant une énorme boule de feu. Mais comme la magie n'a aucun effet sur le chevalier, cela ne sert que d'avertissement. Alors que le chevalier maléfique regarde l'explosion inoffensive, Kanade bondit des arbres et assène un coup de pied puissant qui fait reculer la créature. Rain complète l'assaut en réduisant la distance pour lui asséner un violent coup de poing au ventre. Cette attaque coordonnée surprend totalement le chevalier d'ombre qui grogne comme un père en colère, se demandant si Rain est le héros des textes anciens. Cependant, le simple dresseur de bêtes affirme qu'il est juste là pour sauver Runa de sa captivité. Le chevalier réalise qu'il ne peut pas gagner contre deux guerriers, alors il pointe son épée vers la fée captive. Mais avant qu'il ne puisse frapper, Tanya apparaît et parvient à bloquer l'attaque, brisant ainsi les chaînes de Runa. Maintenant que la fée est en sécurité, Kanade et Rain continuent d'attaquer le chevalier, mais ils ne semblent pas pouvoir le blesser. Alors qu'ils bloquent leurs attaques combinées, le chevalier fait tournoyer son corps massif pour créer une puissante tornade dans la grotte. Cette force projette des débris partout, forçant Rain à reculer tout en discutant rapidement d'un nouveau plan avec Kanade. Comme la force brute ne suffit pas, Rain ferme les yeux et laisse sa conscience se répandre dans la forêt. Il active ensuite ses capacités de dresseur, cherchant à conclure un contrat rapide avec un essaim d'abeilles à proximité. Rain comprend parfaitement que leur venin ne pourra pas vraiment blesser l'armure magique du chevalier, mais il sait qu'elles vont lui offrir la diversion essentielle dont il a besoin. Il lâche donc l'essaim et, comme prévu, le chevalier est distrait en essayant de chasser les abeilles autour de lui. À ce moment-là, Rain active un sort de dresseur unique et déverse son énergie magique directement dans les atouts de Kanade. Une aura dorée chaude et puissante l'enveloppe alors qu'il booste temporairement sa force physique à sa limite absolue. Sentant une vague d'énergie explosive la traverser, elle se précipite vers le chevalier distrait. Kanade lâche soudain un coup de poing dévastateur et le coup porte avec une force immense, transperçant le corps du chevalier. Cela provoque la désintégration du monstre, comme les clones régénérés d'Obito. Quelques instants plus tard, le groupe réunit Runa et sa sœur, et les deux fées s'enlacent. Sora les remercie chaleureusement alors que des larmes de joie coulent sur son visage, tandis que Runa, bien plus enjouée, commence aussitôt à taquiner Rain en le traitant de canard. Même si les jumelles se ressemblent comme deux gouttes d'eau, leurs tempéraments sont totalement opposés. En discutant, Sora révèle qu'elles ne peuvent plus vivre dans un village qui a abandonné l'une d'elles, mais elles ont trop peur de survivre seules dans cette forêt hostile. Aussitôt, Kanade intervient et les invite dans leur groupe et après l'accord de Rain, les fées l'acceptent avec joie comme leur maître. Pendant un instant, Rain doute de pouvoir gérer 4 bêtes ultimes, car un dresseur normal ne peut en apprivoiser qu'une seule à la fois. Mais encouragé par la foi inébranlable de Tanya en lui, Rain décide de tenter le coup. Il se mord le doigt et commence le rituel, concevant une nouvelle structure magique pour apprivoiser des êtres féeriques. En quelques secondes, des liens lumineux entourent les deux filles, et peu après, Sora et Runa scellent avec succès un pacte avec Rain. Cela épuise énormément l'endurance de Rain, mais ses compagnes se précipitent pour le rattraper juste à temps. Quelques instants plus tard, Rain retrouve le groupe du héros pour leur remettre le bouclier de vérité. Mais Arios se montre sceptique, se demandant s'il n'a pas apporté un bouclier contre Fée. Comme ils n'avaient pas pu finir la tâche en une semaine, la rapidité de Rain éveille bien des soupçons. Cependant, Mina examine attentivement le bouclier et assure au groupe qu'il est authentique sans aucun doute. Alors que Rain récupère sa récompense de 20 pièces d'or et s'apprête à partir, Agathe l'arrête, espérant le remettre dans le droit chemin. Le colosse du groupe admet que l'équipe du héros est en difficulté sans le soutien de Rain. Avec un respect surprenant, il demande formellement à Rain de les rejoindre, promettant un meilleur salaire et du respect mutuel. Tous les autres membres sont d'accord, mais Rain regarde ses nouvelles amies qui l'attendent. Désormais, il a déjà trouvé ce qu'il cherchait depuis toujours, et ce n'était ni l'argent ni le respect, mais une vraie famille. Rain décline donc l'offre et s'en va tout simplement. Le groupe du héros n'est pas habitué à l'humiliation, Arios devient furieux et jure secrètement d'éliminer Rain et son groupe d'espèces ultimes. De son côté, Rain explique qu'Arios, le héros, est béni des dieux par une capacité spéciale appelée Limit Break, lui permettant de devenir infiniment plus fort. Cependant, les filles soulignent que Rain devient aussi plus fort et lui suggèrent de continuer à apprivoiser des espèces ultimes. De cette façon, il sera un jour assez puissant pour combattre le roi démon sans dépendre du groupe du héros. Rain est choqué par cette théorie, car il a passé sa vie entière à se faire traiter d'idiot et de faible. Il sait qu'il n'est pas encore fort, mais avec ses amis à ses côtés, Rain commence à croire qu'il pourrait devenir un héros. Le lendemain matin, Rain se réveille et trouve sa petite chambre d'auberge bien encombrée par ses 4 compagnes qui dorment tout autour de lui.
Au petit déjeuner, Tanya affirme que puisque Rain devient plus fort, il lui faut un meilleur équipement. Comme il a maintenant plus de monde à protéger, notre héros accepte. Plus tard dans la journée, le groupe décide d'aller en ville pour acheter une nouvelle arme. En marchant dans les rues animées, les jumelles fées, Sora et Runa, s'accrochent au bras de Rain, intimidées par la foule. Comme c'est leur première fois dans une cité humaine, les filles sont submergées d'émotions, craignant que les humains ne les attaquent. Rain les rassure, mais à ce moment-là, leur promenade est interrompue par des aventuriers qui reconnaissent Tanya. Ils l'approchent avec respect, louant sa force depuis qu'elle les a vaincus au pont de Stride. Alors que tout le monde est surpris, une marchande offre une pomme à Kanade pour la remercier de l'aide apportée quelques jours plus tôt. Sora et Runa regardent avec admiration Kanade et Tanya qui sont pratiquement devenues humaines. C'est alors qu'un groupe de jeunes s'approche de Rain. Voyant ses compagnes, il demande si ce sont ses femmes, ce qui fait rougir Runa. Sora manque d'utiliser sa magie pour leur faire un tour, mais Rain l'arrête, rappelant discrètement aux jumelles qu'elles doivent garder leur identité secrète. Peu après, ils tombent sur la meilleure armurerie de la ville et y entrent avec prudence. Il s'avère que la boutique est tenue par un nain nommé Gantz, qui ressemble à de la purée vomi. Le nain les réprimande pour leur regard, mais Rain calme le jeu en disant qu'il veut juste une arme. Gantz lui dit rudement de choisir ce qu'il veut, rendant les filles sceptiques sur la qualité. Runa trouve un fouet et imagine Rain l'utilisant de façon perverse au lit, ce qui lui vaut une gifle. Rain trouve une dague qui l'attire, mais en l'inspectant, il sent que la qualité laisse à désirer. Un autre aventurier arrive, demandant la meilleure épée, et Gantz lui donne une arme brillante mais médiocre. L'aventurier paie le prix fort et repart ravi, sans se douter qu'il s'est fait arnaquer. Voyant cela, Rain confronte le forgeron, affirmant que toutes les armes exposées semblent fragiles. Un large sourire barre le visage de Gantz, qui admet que Rain a un œil incroyable pour les détails. Il explique que les armes exposées ne sont que des morceaux de métal forgés pour tester les gens. Il est las des aventuriers arrogants qui s'imaginent qu'une épée coûteuse les rendra puissants et qui finissent par délaisser son travail quand ils s'ennuient. Gantz cache ses chefs-d'œuvre, attendant un client assez digne pour apprécier son savoir-faire. Le nain révèle alors sa collection de vraies armes, celles qui rayonnent de puissance et d'art. Tanya, qui croit en la force et l'artisanat, se lie instantanément au forgeron par sa philosophie. Impressionné que Rain, un dompteur de bêtes, puisse ressentir l'âme des armes, Gantz lui promet de forger une arme personnalisée digne de son talent. Cependant, comme il est à court de mithril, un minerai rare essentiel à son travail, Gantz les autorise à aller sur le site minier pour en extraire. Quelques heures plus tard, Rain et sa troupe de gelées sautillantes se dirigent vers la guilde des aventuriers. C'est bondé et ils apprennent que le groupe du héros recrute de nouveaux membres. Rain les voit de loin et baisse les yeux un instant alors qu'un souvenir du passé refait surface. Cependant, Kanade et Tanya le remarquent et s'approchent pour réconforter son aura faiblissante. Il leur sourit alors et ils vont au comptoir où Nathalie les accueille et rencontre les jumelles. Après discussion, Rain accepte une quête officielle pour enquêter sur la mine de mithril pour Gantz. Il apprend que la mine, censée être pleine de mithril, s'est mystérieusement tarie récemment. Quand Gantz arrive pour officialiser la demande et s'enquiert du paiement, Rain lui dit que la seule récompense qu'il désire est l'arme personnalisée qu'on lui a promise. Le vieux nain est ému par cette réponse et promet de forger à Rain la meilleure arme qu'il ait jamais fabriquée. Le jour suivant, alors que le groupe se dirige vers la mine, il devient évident que Sora et Runa n'ont presque aucune endurance. Ayant passé leur vie derrière une barrière magique, elles s'épuisent vite à marcher. Rain utilise alors ses talents de pisteur pour trouver un lac où elles pourront se reposer. Excitées par l'eau, les filles demandent aussitôt à nager. Rain accepte de surveiller leurs affaires et dresse quelques rongeurs pour veiller sur elles pendant qu'il fait une sieste rapide. Pendant que les filles s'amusent dans l'eau froide, Sora et Runa envient les énormes atouts de Tanya et Kanade. Mais à ce moment, un poisson mord la queue de Kanade et elle pousse un cri perçant. Croyant à une attaque, Rain se réveille en sursaut et court au lac pour les trouver toutes les quatre dévêtues. Gêné, il s'excuse platement, mais les filles comprennent qu'il s'inquiétait juste pour elle et lui disent de se calmer. Peu après, ils arrivent enfin à la mine de mithril et Rain sent immédiatement que quelque chose ne va pas. Il repère alors un aigle tournant au-dessus d'eux de manière assez inhabituelle. À cet instant, deux hommes armés sortent de la mine pour voir ce qu'il se passe. Mais avant qu'ils ne réagissent, Tanya et Kanade frappent comme l'éclair, les assommant sans les blesser. Ils ont besoin d'infos sur la mine, mais comme les hommes sont KO, Sora et Runa proposent d'utiliser leur magie de fée. En scrutant leurs esprits, elles voient qu'un grand groupe de voleurs organisés a dérobé tout le mithril. En récompense, les jumelles demandent des caresses que Rain leur donne volontiers aux grandes dames des deux autres qui les jalousent.
Après avoir analysé ces informations, Rain dit à son groupe de se préparer, car le comportement de l'oiseau indique que les voleurs de Mithril ont aussi un dresseur de bêtes. Dans la mine de Mithril, le groupe de voleurs apprend que leurs éclaireurs ont été vaincus. Le dresseur ennemi enrage et jure de se venger, tandis que Rain et son équipe s'enfoncent dans la mine. Avant qu'ils ne puissent préparer une attaque, le groupe de Rain leur tombe dessus. Les mages lancent une énorme boule de feu, mais Sora et Runa s'avancent et lancent un sort qui l'absorbe totalement. Les mages réessaient, mais les jumelles utilisent un contresort, éteignant leur magie à la source. Pendant que les mages se retrouvent impuissants, Tanya et Kanade s'occupent rapidement des voleurs restants, les neutralisant avec des coups calculés. Les sbires hors d'état de nuire, Rain affronte le chef du groupe, qui est aussi un dresseur comme lui. Quand ils demandent ce qu'ils veulent, Rain dit qu'il aide Gaines et sa forge, ce qui rend l'ennemi encore plus furieux. Mais quand Rain lui demande de se rendre, le dresseur se jette sur lui. Rain part facilement son attaque et en quelques secondes, il envoie le dresseur au tapis d'un seul coup de poing. Tel un gros singe, le dresseur joue sa dernière carte et invoque une créature terrifiante des profondeurs. Rain et son équipe reconnaissent un behemoth de rang B et affirment qu'il est presque impossible d'en dresser un. En entendant cela, le dresseur ennemi révèle son secret. Il a élevé le behemoth comme s'il était sa mère. Grâce à ce lien, il prétend n'avoir nul besoin de dresser la bête pour la contrôler. Soudain, le behemoth rugit et frappe le sol, faisant trembler et s'effondrer toute la mine. Quand les débris tombent du plafond, Rain sait qu'il ne peut pas lutter ainsi et fait signe à Kanade. La fille comprend aussitôt et commence à sortir les voleurs inconscients de la mine pour leur sécurité. Pendant ce temps, les jumelles fées s'inquiètent de laisser Rain seul, mais le Giga-Chad les assure qu'il ira bien. Le dresseur ennemi a repris confiance grâce à son monstre et le combat se poursuit. De son côté, Tanya sort de la mine pour surveiller les prisonniers, tandis que Kanade y retourne pour aider son maître. Dans la mine qui s'écroule, Rain peine à esquiver les chutes de pierre et les assauts du behemoth. Alors qu'un énorme rocher va l'écraser, Kanade surgit et l'écarte in extremis au dernier moment. Après avoir appris par Kanade que tout le monde est en sécurité, Rain explique vite le nouveau plan. Il fera diversion pour troubler le behemoth pendant que Kanade s'empare du drapeau du dresseur ennemi. Rain explique que le monstre étant lié à la volonté de son maître, capturer le dresseur ennemi est la clé pour arrêter cette folie. C'est alors que l'homme apparaît devant eux, jurant d'éliminer Rain et sa poule pour protéger sa mine illégale. Soudain, le behemoth charge de nulle part, forçant les deux à se disperser dans la panique. Rain distrait donc le monstre avec une boule de feu et Kanade en profite pour maîtriser le dresseur ennemi. Mais l'homme refuse de perdre et ordonne au behemoth de continuer son carnage, quitte à ce qu'ils meurent tous. Le monstre devient alors encore plus paranoïaque et Rain, esquivant un coup, sait qu'il doit agir avant que tout s'écroule. Rain décide donc de faire confiance au pouvoir de ses amis et libère tout le potentiel de ses dons de dresseur. Il concentre toute son énergie non pas sur le monstre, mais sur le lien magique entre le behemoth et son maître. En un instant, le behemoth se fige en plein élan et l'emblème sur la main du dresseur ennemi disparaît. Rain a réussi à utiliser son pouvoir pour écraser le contrat existant, rompant le lien et prenant le contrôle du monstre. Le voleur est incrédule, hurlant qu'il a passé toute sa vie à élever cette créature. Mais à ce moment, le monstre confus se retourne contre son ancien maître comme Orochimaru. Pour sauver le voleur de sa propre création, Rain doit abattre le behemoth d'une puissante attaque en plein thorax. À l'extérieur de la grotte, les voleurs capturés finissent par tout avouer. Il s'avère qu'ils étaient tous des apprentis aventuriers qui s'étaient fait escroquer par Gans. Ils ont acheté ses armes de décoration sans valeur, et voler son mithril était une tentative de vengeance. Plus tard, Gans l'apprend et est rongé par la honte, réalisant que son test est à l'origine de tout l'incident. Malgré cela, Rain le réconforte, disant que tout le monde fait des erreurs et l'encourage à se racheter par son art. Au quartier général du groupe du héros, Arios fait passer des entretiens pour un nouveau dresseur, mais les rejette tous. Il se moque d'un dresseur qui ne contrôle qu'une bête et lui demande s'il peut dompter une espèce ultime. Cependant, l'homme hurle d'horreur, affirmant qu'un humain ne pourra jamais dompter une espèce ultime. Mina souligne qu'il rejette les meilleurs dresseurs du pays simplement parce qu'ils ne valent pas Rain. Mais Arios s'emporte contre elle et lui ordonne d'aller se coucher. Alors que sa soif de vengeance grandit, il serre une étrange bague sombre, étrangement similaire à celle de Kinderjoy. Le lendemain matin, Rain emmène Sora et Runa prendre le petit déjeuner en ville pendant que les autres dorment. Ils découvrent un stand de hot dog, et les jumelles adorent absolument le goût. Pendant qu'elles mangent, elles demandent à Rain quel nouveau pouvoir il a obtenu grâce à leur contrat. Kanade lui a donné la force et Tanya la magie, mais Rain avoue n'avoir rien ressenti de son pacte avec les fées. Les jumelles semblent dévastées par cette réponse, craignant de lui être totalement inutile. Cependant, il leur tapote rapidement la tête pour les rassurer.
Tel un canard de haut vol, Rain explique qu'il n'a pas besoin de gagner quoi que ce soit grâce à elle. Après avoir été jeté par le groupe du héros, il voulait juste de vrais amis qui resteraient à ses côtés. Elles sont ses précieuses camarades et cela lui suffit amplement. Ces paroles sincères réjouissent les jumelles, mais alors qu'ils s'apprêtent à rentrer, un noble arrogant et ses gardes leur barrent la route. L'homme se présente comme Edgar, le fils du seigneur qui règne sur toute la cité d'Horizon, et exige que les fées lui abandonnent leur innocence. Alors que les filles prennent peur, Edgar ordonne à Sora et Runa de le suivre pour satisfaire ses moindres désirs. Agacé par leur défi, Edgar claque des doigts et ses gardes personnels encerclent Rain, avec l'intention d'enlever les jumelles par la force. Rain affirme qu'il n'abandonnera jamais ses amis, alors quand les gardes attaquent, il les assomme tous comme un chef. Réalisant que les menaces mineures ne suffiront pas, Edgar recourt à une tactique plus cruelle. Il ordonne à ses gardes restants de pointer leurs armes sur les civils innocents de la place, les prenant tous en otage. Avec un regard sinistre, Edgar déclare que les civils ne sont que des outils pour lui permettre d'obtenir ce qu'il veut. À ce stade, Rain se retrouve dans une situation délicate car il ne peut pas sauver tout le monde à la fois. Sora et Runa proposent d'utiliser leur puissante magie de fée, mais Rain ne peut pas les laisser révéler leur véritable identité devant tout le monde, car cela ruinerait leur chance de mener une vie normale. Alors qu'il évalue la situation, Rain sent une nouvelle puissance monter en lui. Il réalise qu'il a acquis une nouvelle capacité à lancer plusieurs sorts simultanément grâce à son contrat avec les fées. Rain invoque alors des dizaines de petits sauts magiques, chacun générant une boule de feu non létale. Il lance ensuite la salve et dans un éclair de lumière, tous les gardes d'Edgar sont désarmés et inconscients, tandis que tous les civils s'en sortent indemnes. Battu comme un débutant dans Fortnite, Edgar jure de se venger et s'enfuit, tandis que les habitants remercient Rain pour son héroïsme. C'est alors qu'une vieille femme l'avertit de quitter la ville immédiatement, craignant les représailles du seigneur. De loin, Arios observe la scène avec un sourire sinistre, pointant l'anneau sombre en direction de Rain. De retour à l'auberge, Rain découvre l'étendue de la dépravation d'Edgar. Le noble a l'habitude d'enlever toutes les femmes qu'il trouve attirantes, les traitant comme des jouets dans son manoir. Son père, le seigneur de la cité d'Horizon, utilise son pouvoir et sa richesse pour faire taire les victimes et couvrir tous les crimes de son fils. En entendant cela, Tanya devient furieuse et veut marcher sur son manoir pour le réduire en cendres. Cependant, Rain comprend qu'ils doivent être plus prudents car il ne peut pas laisser les habitants d'Horizon sombrer dans le chaos. Pendant un instant, il se sent impuissant, pensant qu'il n'est qu'un simple dresseur de bêtes face à un système aussi corrompu. Mais Kanade et Tanya voient la détermination dans ses yeux, et réalisant qu'il veut sauver tout le monde, elles promettent de le soutenir quoi qu'il arrive. Avec ses amis à ses côtés, Rain déclare qu'ils libéreront la ville de ses dirigeants corrompus. Plus tard dans la nuit, le père d'Edgar devient paranoïaque en apprenant les nouvelles concernant la bête ultime, mais Edgar lui dit de prendre ses clics et ses claques et de quitter la ville. Dès qu'il est parti, Edgar convoque le capitaine de l'ordre des chevaliers, un homme nommé Gilet. Il remet ensuite au capitaine un gros sac de pièces d'or et lui ordonne de trouver et d'éliminer Rain. Une fois le capitaine parti, Edgar sonne une cloche et une petite fille bête terrifiée est amenée dans la pièce. Il décharge alors toute sa frustration de l'humiliation de la journée sur la pauvre fille, la battant brutalement alors qu'elle espère que quelqu'un la sauvera. Le lendemain matin, Rain se rend au quartier général de l'ordre des chevaliers pour déposer une plainte officielle concernant les agissements d'Edgar. Cependant, un chevalier balaie l'incident d'un revers de main et avertit Rain que porter de fausses accusations contre le fils du seigneur est un crime passible d'exécution. À ce moment-là, Rain réalise que tout l'ordre des chevaliers est dans la poche sale d'Edgar. Au moment où il quitte le bâtiment, une femme sort de l'allée et se présente comme Stella, la vice-capitaine de l'ordre des chevaliers. Elle dit à Rain qu'elle a honte de ce que l'ordre est devenu. Elle se sent inutile, expliquant que la plupart des chevaliers, dont son capitaine, ont été corrompus par l'argent du seigneur, fermant les yeux sur les crimes de sa famille. Cependant, Stella affirme avoir entendu parler des exploits de Rain et lui demande son aide pour arrêter Gilet et les autres chevaliers corrompus, espérant rétablir la justice à Horizon. Rain hésite au début, mais voyant sa sincère conviction, il accepte de coopérer avec elle. Au cours des jours suivants, ils élaborent un plan pour éradiquer la corruption des élites de la ville. Rain rend aussi visite à Guns, qui a fini son arme personnalisée, et plus tard cette nuit-là, ils partent en mission. Gilet reçoit un faux tuyau, disant que les preuves de sa corruption sont dans un entrepôt isolé, alors il rassemble ses chevaliers fidèles et s'y rend, comptant détruire les preuves. Mais alors qu'ils entrent dans le bâtiment sombre, les portes massives se referment et sont instantanément gelées par la magie des fées jumelles. Un par un, les chevaliers tombent dans une embuscade et sont assommés dans l'obscurité. Équipé de son nouveau gantelet de rang S de Gantz, Rain attaque comme un sniper de PUBG et parvient à tous les neutraliser. Enfin, Gilet est le seul homme encore debout, car il repousse tant bien que mal toutes les attaques. Quand il remarque Stella aux côtés de Rain, il devient encore plus furieux.
Stella lui dit de se rendre, révélant qu'ils ont toutes les preuves nécessaires, mais Gilet refuse, se moquant d'elle pour avoir choisi la justice plutôt que le Bitcoin. Cela déclenche un violent affrontement entre les deux anciens camarades et pendant un instant, Gilet prend le dessus. Mais Stella se rappelle le chevalier honorable qu'il était autrefois et l'abat dans un accès de rage. D'un autre côté, Edgar passe à nouveau sa frustration sur la fille bête, enragé que ses chevaliers aient été arrêtés. Il s'inquiète en pensant que Rain viendra l'attaquer ensuite, mais juste à ce moment, Arios apparaît à sa fenêtre. Il dit à Edgar que Rain est bien plus puissant qu'il ne l'imagine et qu'il a plusieurs espèces ultimes sous ses ordres. Alors Arios lui lance l'anneau maudit sombre, lui disant qu'il contient le pouvoir dont il a besoin pour éliminer Rain et continuer son règne de terreur sur la ville. Dans une cellule sombre, une fille renard nommée Nina se souvient de sa vie heureuse dans un orphelinat. Elle était entourée d'amis et de gens qui tenaient à elle, mais cette existence paisible semble être un lointain souvenir. Tout ce qu'elle fait, c'est souhaiter que quelqu'un vienne la sauver du cauchemar éveillé qu'elle a été forcée de subir. Pendant ce temps, aux portes du grand manoir du Seigneur, Stella et ses fidèles chevaliers annoncent que le capitaine Gilet a été arrêté pour corruption et qu'ils sont là pour enquêter sur Edgar. Cependant, les gardes du manoir les empêchent d'entrer et appellent plutôt des renforts. Cela fait que Stella, Canadé et Tanya sont complètement entourés par l'armée privée du Seigneur. D'un balcon en hauteur, Edgar les regarde avec un sourire narquois tel un Dumbledore asiatique. Grâce à l'objet maudit reçu d'Arios, il n'a pas peur des espèces ultimes de Rain, alors il regarde la bataille éclater à la porte, confiant que le nombre de ses soldats écrasera les ennemis. D'un autre côté, Rain, Sora et Runa utilisent la bataille chaotique comme diversion et se faufilent dans les cachots du manoir. Runa active immédiatement sa magie de recherche de matériaux et parvient à tracer le flux d'énergie dans le bâtiment. Cela lui permet de localiser toutes les personnes enlevées, mais elle détecte aussi une unique signature magique massive. Runa affirme que cette source de pouvoir est si immense et inhabituelle qu'elle ne pourrait appartenir qu'à une autre espèce ultime. Rain se demande si cette personne est un ami, un ennemi ou peut-être juste une autre victime. Quoi qu'il en soit, il décide d'enquêter lui-même sur ce puissant étranger et ordonne aux sœurs jumelles de se concentrer sur le sauvetage des enlevés pendant qu'il s'occupe du reste. Pendant un instant, Sora et Runa hésitent, inquiètes qu'ils s'aventurent seuls en territoire inconnu, mais Rain s'excuse, admettant que son plan les a forcés à révéler leur magie secrète de fée au monde. Cependant, les sœurs le rassurent de ne pas s'inquiéter car elles ont une confiance totale en lui et sont tout aussi dérangées dans leur tête. Sur ce, le groupe se sépare, chacun accomplissant sa propre mission critique. Rain suit la puissante signature magique jusqu'à une porte lourdement renforcée. Il brise le verrou, l'ouvre et est choqué par ce qu'il trouve à l'intérieur. Une jeune fille nommée Nina, avec une queue de renard, gît blessée et enchaînée au sol, et il la reconnaît immédiatement comme un membre de l'esprit renard, une espèce de demi-dieu encore plus forte qu'une espèce ultime typique. Rain se précipite donc à ses côtés et lance un sort de guérison pour soigner ses blessures, mais Nina est submergée par l'émotion contenue. Elle commence à pleurer en lui disant son nom et s'effondre dans ses bras, folle de joie que quelqu'un soit enfin venu la sauver. Quelques minutes plus tard, Nina commence à lui raconter l'histoire horrifiante de sa capture. Il y a quelques années, Edgar et ses sbires l'ont approché, mais elle a refusé de le suivre. En réponse, il a rassemblé tous les enfants innocents de son orphelinat et a menacé de les éliminer un par un si elles ne se rendaient pas. N'ayant pas d'autre choix, Nina a décidé de sacrifier sa vie pour sauver ses amis. Plus tard, Edgar a placé un puissant collier d'esclave sur son cou, scellant ses immenses pouvoirs divins. Depuis ce jour, il utilise Nina comme son punching ball personnel, forcé de subir l'humiliation. Horrifié par son histoire, Rain jure de la libérer immédiatement de son collier. Nina l'avertit que c'est impossible, car le collier est protégé par une malédiction mortelle, et toute tentative de retrait entraînera un retour fatal d'énergie magique. Cependant, Rain tend la main pour retirer cette pièce technologique de son cou. Même quand Nina le supplie d'arrêter, Rain refuse d'abandonner et lui dit qu'il veut renifler ses aisselles plus tard. Il canalise donc toute son énergie de domptage combinée à la force que lui ont donnée ses amis et concentre tout sur le collier. La magie maudite l'électrocute, causant une douleur immense, mais Rain surmonte l'agonie et brise le sort, libérant Nina de sa prison pour la première fois depuis des années. À l'extérieur du manoir, la bataille se déroule exceptionnellement bien, car Canadé et Tanya battent sans effort les gardes d'Edgar, traitant le combat comme un jeu vidéo. Les soldats restants, dans un geste désespéré, tentent d'utiliser certains membres du personnel terrifié du manoir comme boucliers humains, mais avant qu'ils ne le puissent, une volée de boules de feu tombe du ciel, les neutralisant tous sans blesser les otages. À ce moment-là, Sora et Runa apparaissent, annonçant qu'elles ont secouru tous les captifs et les ont déjà téléportés dans un lieu sûr. Maintenant que tous les innocents sont hors de danger, les filles n'ont plus à retenir leur véritable pouvoir. À l'intérieur, le groupe de Rain se réunit dans le hall principal pour discuter de la stratégie. Tout le monde est choqué de voir une nouvelle nana sur le dos de Rain, mais Canadé, captivé par sa queue touffue, commence immédiatement à la câliner.
À ce moment-là, le seigneur du manoir apparaît, choqué de les trouver si profondément à l'intérieur de sa demeure. Rain utilise son gantelet pour le maîtriser, et Stella s'approche pour procéder à l'arrestation comme une pro. Mais avant qu'il ne puisse célébrer, Edgar fait son apparition. Sans perdre une seconde, il active l'anneau maudit et une silhouette sombre ressemblant à un faucheur apparaît aussitôt devant lui. La faucheuse brandit sa faux et une vague d'énergie sombre frappe Rain, qui s'effondre au sol. De loin, Arios sent l'activation de l'anneau et sourit, croyant que son rival est enfin éliminé. Mais quelques secondes plus tard, Rain se redresse, agissant comme si de rien n'était. Tout le monde est stupéfait de voir cela, car la faucheuse avait lancé un sort de mort instantané qui aurait dû l'éliminer immédiatement. Pour tester sa théorie, Runa lance un puissant sort de poison sur Rain, qui n'a aucun effet sur lui. Elle explique ensuite ses soupçons. Après avoir passé un contrat avec les sœurs fées, Rain a acquis 2 nouvelles capacités. La première est la capacité de lancer plusieurs sorts et la seconde est l'annulation complète de tout pouvoir magique. Pendant ce temps, Edgar est furieux que son atout ait échoué. Cette colère alimente l'anneau et son vil pouvoir surgit, finissant par consumer Edgar tout entier. Son corps se couvre d'une substance noire et visqueuse et il se transforme en un démon grotesque et puissant. Mais Rain est figé par la peur car il reconnaît cette présence démoniaque. C'est le même monstre qui a détruit son village et éliminé sa famille. Le démon, désormais formé à partir d'Edgar, regarde Rain et son groupe avec une pure malveillance. Il déclare son intention de massacrer jusqu'au dernier habitant d'Horizon avant de s'envoler vers le centre-ville. Rain sait qu'il doit l'arrêter car il ne peut pas laisser le sort de son passé se répéter. Ses amis lui offrent leur soutien total, ce qui le rend extrêmement fier d'eux. Nina veut aussi se battre, mais Rain lui dit qu'elle en a assez bavé et lui demande de se taire et de rester en sécurité. D'un autre côté, le démon déchaîne toute sa puissance sur la ville sans méfiance, provoquant des explosions massives qui dévorent les rues et les maisons. Alors qu'il prépare une autre attaque, Kanade s'élance d'un toit et donne un coup de pied qui projette le démon au sol. En quelques secondes, Rain et le reste du groupe atterrissent autour de lui, prêts à l'abattre au combat. Le groupe attaque le monstre dans une tempête de puissance coordonnée, comme s'ils avaient appris ça dans les films Marvel. Kanade commence par une rafale de coups de poing, envoyant le démon vers Tanya, qui le frappe depuis les airs. Pour amplifier les dégâts, Rain utilise son gantelet pour tirer des coups de frein, tandis que Sora et Runa lancent un sort de foudre. L'attaque crée un énorme cratère, mais quand la poussière retombe, le démon en sort sans une seule égratignure. Se moquant de leurs efforts, le démon invoque une horde massive de monstres qui envahissent les rues et le ciel. Les filles s'occupent de la première vague, mais le démon révèle qu'il peut invoquer un nombre infini de ces créatures. Profitant du chaos, il porte un coup puissant à Kanade et parvient à la blesser. Tanya assure la couverture avec son souffle de feu, retenant le démon pendant que Rain se précipite pour soigner Kanade. Cependant, le démon commence à s'ennuyer et déchaîne son vrai pouvoir, lançant un bombardement magique dévastateur dans le ciel. Des projectiles enflammés pleuvent sur toute la ville, recréant la même scène de destruction qui hante Rain depuis son enfance. Cependant, ce souvenir le pousse à bout. Rain booste les pouvoirs de ses amis, et ils lancent une frappe coordonnée encore plus puissante. Même alors, leurs attaques ne parviennent pas à laisser la moindre trace sur le démon. C'est alors que le démon invoque une armée encore plus grande, comprenant de puissants dragons. Il utilise ensuite les dragons comme boucliers vivants tout en continuant à détruire la ville sans autre raison que l'effet visuel. Cela place Rain dans une situation impossible car il ne peut pas combattre le démon et protéger les citoyens en même temps. Mais soudain, Sora et Runa s'avancent avec une solution brillante. Elles proposent d'utiliser leur puissante magie féerique pour ouvrir un immense portail et téléporter chaque habitant vers un lieu sûr en dehors de la ville. Alors qu'ils mettent leur plan à exécution, Arios et le groupe du héros se demandent s'ils doivent prendre part au combat. Mina le supplie de les aider, mais Arios refuse froidement, affirmant que leur seule mission est le roi démon. En réalité, il est ravi de laisser Rain mourir aux mains du démon, même qui a tué sa famille. Pendant ce temps, les jumelles trouvent Stella et les chevaliers et coordonnent une évacuation massive. D'abord, les citoyens terrifiés se méfient des fées, se rappelant de vieilles légendes sur leur haine des humains. Mais le vendeur de hot-dog les approche avec un sourire et se dirige vers le portail. Il est suivi par les jeunes et d'autres personnes que Rain a aidées, convainquant tout le monde de faire confiance aux jumelles. Alors que les citadins se rassemblent dans le cercle, la téléportation commence, mais le point d'évacuation est attaqué. Cependant, les aventuriers de la guilde d'Horizon arrivent juste à temps, répondant à l'appel aux armes de Nathalie. Guns est aussi avec eux, et il distribue ses meilleures armes gratuitement pour rembourser sa dette envers Rain. Ils forment ainsi une ligne de défense, contenant la horde de monstres et ouvrant un chemin pour que Rain se concentre sur le démon.
D'un autre côté, Rain sait qu'il doit se rapprocher du démon pour lui porter un coup décisif, mais la distance est trop grande. Tanya pourrait le transporter, mais sous sa forme de dragon, elle serait une cible trop facile pour le démon, et la magie de téléportation des jumelles est bien trop lente. Juste quand tout semble perdu, Nina arrive sur les lieux, déterminée à aider Rain à remporter la victoire. Elle refuse d'être une victime plus longtemps et veut aider celui qui l'a sauvée. Nina révèle alors son pouvoir caché de demi-dieu pour se transporter n'importe où en un instant. Maintenant, le plan final est prêt. Kanade et Tanya, soutenus par les aventuriers, contiendront la horde infinie de monstres. Rain et Nina lanceront une attaque directe sur le démon. La jeune fille attrape alors ses bras immondes et ils commencent à se téléporter, traversant le champ de bataille. Les deux commencent à traverser le chaos et évitent de justesse les puissantes décharges d'énergie du démon. Alors qu'il s'approche, Rain décuple sa propre puissance, préparant son coup le plus audacieux à ce jour. Il va tenter l'exploit ultime de dressage en prenant le contrôle de l'armée invoquée par le démon lui-même. Soudain, Rain atterrit sur le dos du démon et pose ses mains sur lui. Un torrent d'énergie démoniaque corrompue envahit Rain, lui causant une douleur atroce. Mais les souvenirs de ses amis, de la famille qu'il s'est forgée, lui donnent la force de résister. À ce stade, le pouvoir de Rain atteint un niveau inimaginable et il rompt le lien du démon avec ses sbires maléfiques. Avec un dernier rugissement, Rain prend le commandement de toute l'armée de dragons, choquant le démon au plus profond de lui. Pendant que le seigneur démon se demande ce qui s'est passé, Rain ordonne aux monstres d'attaquer leur ancien maître. En quelques secondes, le soi-disant seigneur démon est anéanti par sa propre et puissante progéniture. Le combat enfin terminé, Nina perd connaissance en plein vol à cause de l'épuisement total. Rain la rattrape, mais alors qu'ils tombent du ciel, Tanya fond sur eux sous sa forme de dragon pour les secourir. Ils atterrissent en sécurité, là où le reste du groupe, les chevaliers et les aventuriers, attendent le retour du héros imprévu. Quelques jours après la bataille, la ville d'Horizon est en pleine reconstruction, animée par un nouvel espoir. Nina, saine et sauve, dit à Rain qu'elle veut rester avec lui et ses amis et rejoindre officiellement son groupe. Rain hésite au début, ne sachant pas si dompter un demi-dieu, un être de lignée divine, est seulement possible. Cependant, quand les filles l'encouragent, lui rappelant qu'il a déjà accompli des choses bien plus impossibles, Rain décide de tenter le coup. Il accomplit le rituel et en quelques secondes, il s'assure une nouvelle alliée de poids à ses côtés. Kanade est ravi d'avoir une nouvelle petite sœur. Tanya a hâte de la câliner et Rain plaisante qu'elle est contente d'avoir une sœur moins grincheuse que Sora. Plus tard, à la guilde des aventuriers, il voit Stella, promue capitaine de l'ordre des chevaliers, prête à instaurer une ère de justice. Elle remercie chaleureusement Rain, affirmant qu'Horizon aurait été détruite sans lui. Nathalie donne ensuite d'autres bonnes nouvelles à Rain. Pour avoir vaincu le démon et sauvé la ville, les aventuriers de la guilde ont décidé à l'unanimité qu'il méritait une promotion spéciale. Donc, ce bon à rien passe directement du rang E au rang C. Leur groupe comptant désormais 6 membres, Rain dit à Nathalie que leur petite chambre d'hôtel n'est plus pratique. Nathalie suggère alors avec malice qu'au lieu de louer une plus grande chambre, il devrait acheter une maison, pensant secrètement que c'est le moyen idéal de garder son nouvel aventurier vedette installé à Horizon. Les filles adorent l'idée d'avoir un vrai foyer où elles peuvent vivre ensemble, alors Rain cède à leurs exigences comme un canard. Après avoir visité plusieurs propriétés décevantes, Nathalie leur montre la dernière option, un manoir magnifique et spacieux avec un immense jardin et une baignoire géante, le tout pour un prix incroyablement bas. Tanya se méfie immédiatement d'une offre qui semble trop belle pour être vraie, alors Nathalie révèle le piège. Elle prétend que la maison est hantée, ce qui terrifie aussitôt Kanade, qui a une peur bleue des fantômes. Nathalie explique que le fantôme fait surtout des farces inoffensives, comme péter sur leurs oreillers, refroidir l'eau du bain ou mettre du curry sur la chaise pour faire croire à un accident. Alors que les autres trouvent ça amusant, Kanade déclare qu'elle préférerait dormir dehors. Cependant, en tant que chef, Rain décide qu'il devrait au moins aller voir avant de prendre une décision. Ils entrent bientôt dans le manoir poussiéreux mais étonnamment propre. Pendant l'exploration, Nina laisse échapper un petit éternuement, ce qui fait sursauter Kanade. Un instant plus tard, les meubles commencent à bouger tout seuls et une voix spectrale les avertit de partir. C'est alors qu'une silhouette spectrale de servante apparaît devant eux. Les jumelles tentent d'utiliser leur magie pour l'exorciser, mais le fantôme est agile et esquive leurs attaques astrales. Cependant, Tanya réalise vite que le fantôme n'a aucune capacité offensive, son seul pouvoir étant d'insulter les gens. Sachant cela, le fantôme, nommé Tina, décide de concentrer toute son énergie sur le membre le plus vulnérable du groupe, Kanade. Elle accule l'esprit chat terrifié, mais cela s'avère être une erreur monumentale. La peur de Kanade atteint son paroxysme et, dans une frénésie de panique, ses instincts prennent le dessus. Lorsqu'elle s'élance, sa peur lui permet de transcender ses capacités normales et son attaque physique blesse la forme fantomatique.
Ensuite, les jumelles créent rapidement une barrière magique pour piéger Tina et Rain intervient pour calmer le jeu. Il révèle alors une autre de ses compétences surprenantes apprises d'un vieil homme, comment apprivoiser les fantômes. Rain démontre son pouvoir en prenant le contrôle des mouvements de Tina, la figeant sur place. Ne voyant aucune issue, Tina leur raconte son histoire. Elle était une servante travaillant dans le manoir il y a 30 ans, mais elle fut tuée par son cruel maître coureur de jupons, et depuis, son esprit est lié à la maison. Mais au lieu de la bannir, Rain fait quelque chose d'inattendu. Il demande à Kanade si elle pense pouvoir essayer de s'entendre avec Tina. Lui faisant totalement confiance, Kanade accepte nerveusement. Ren se tourne alors vers le fantôme et lui demande si elle aimerait vivre avec eux au sein de leur groupe. Tina est stupéfaite par sa gentillesse, tandis que les autres filles sourient de façon énigmatique, lui expliquant que c'est tout simplement ainsi qu'est Rain. Touchée par sa proposition, Tina accepte avec joie. Pendant ce temps, Arios et le groupe du héros tentent d'exiger des provisions gratuites d'un marchand. Mais l'homme refuse, les traitant de lâches qui n'ont rien fait alors que leur ville était attaquée. D'autres citoyens se joignent à lui, disant aux soi-disant héros d'aller voir ailleurs. Lorsqu'ils affirment que Rain est le vrai héros d'Horizon, Arios devient furieux, détruit l'étal de l'homme et s'en va, rempli de haine pour le dresseur de bêtes. Plus tard cette nuit-là, la nouvelle famille se réunit dans sa nouvelle maison pour son premier repas ensemble. Tina, Sora et Runa ont préparé un festin massif, et alors qu'ils s'installent, Nina regarde Rain les larmes aux yeux et le remercie, disant que pour la première fois, depuis longtemps, elle n'est plus seule. Ces paroles touchent une corde sensible chez Rain. Il se souvient de la solitude écrasante qu'il a ressentie après avoir perdu sa famille et sa maison, ce vide qui habite son cœur depuis des années. Il réalise que rejoindre le groupe du héros n'était qu'une tentative désespérée d'échapper à ce vide. Mais maintenant, en regardant sa nouvelle famille autour de la table, il ressent la chaleur d'une véritable camaraderie. Le vide dans son cœur est enfin comblé, et submergé par l'émotion, il se met à pleurer comme Logan Paul. Les filles le remarquent et lui demandent ce qui ne va pas, mais Rain fait vite diversion en plaisantant sur sa faim extrême. Mais au fond, il sait que ce sont des larmes de pure joie pour les nouveaux liens qu'il a créés et la nouvelle famille qu'il peut enfin appeler la sienne. Si vous avez regardé ce récapitulatif d'anime jusqu'au bout, commentez Saucisse Magique. Si vous aimez les récapitulatifs d'anime comme celui-ci, regardez cette vidéo.